2024, une année marquée par des bouleversements en Israël, de la guerre toujours en cours, aux négociations cruciales pour la libération des otages. Des questions stratégiques et sociales se posent avec urgence. Et pour faire le bilan de cette année et de ce qui attend aussi Israël en 2025, nous accueillons aujourd'hui Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation sur Radio J. Alors, on va commencer peut-être par ces négociations pour la libération des otages. Le gouvernement qui a récemment repris ces pourparlers. Des rencontres auront lieu aujourd'hui au Qatar. Qu'est-ce qui a poussé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à donner son feu vert finalement après des mois de blocage? C'est pas que le blocage venait de notre côté. Il est clair que Netanyahou a toujours voulu trouver un moyen de libérer les otages. À quel prix, etc. C'est des questions qui étaient négociées. Alors, le blocage n'était pas de notre côté. Le blocage était surtout du côté du Hamas qui ne voulait pas libérer les otages pour les garder en tant que levier contre Israël, sur Israël, pour atteindre plus de ce qu'ils pouvaient atteindre. On a toujours fait énormément d'efforts pour cela. Les otages sont toujours une priorité énorme pour le gouvernement israélien. Qu'est-ce qui a changé? Alors justement, si c'est le Hamas qui bloquait les négociations, est-ce que c'est les récents développements au Proche-Orient, la chute de Bachar el-Assad en Syrie? C'est ça qui a poussé le Hamas à changer de ligne? Oui, je pense effectivement que c'est le fait que le Hamas a compris qu'ils étaient entièrement seuls. Ils ont été abandonnés par le Hezbollah, ils ont été abandonnés par l'Iran, ils ont été abandonnés par tout le monde. Il n'y a que les Houthis qui continuent à nous attaquer régulièrement, mais franchement, personne ne comprend exactement ce que les Houthis veulent atteindre. Le Hamas a compris qu'il n'avait plus rien à gagner en continuant la guerre. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle ils acceptent vraiment des négociations pour la libération de nos otages. Le gouvernement israélien plaide pour une pression militaire. Est-ce que vous pensez que la pression militaire, justement, permet la libération des otages? Vous savez, en fin de compte, la pression militaire a été prouvée comme la bonne politique. Au début de la guerre, je me rappelle qu'on parlait du fait que tout peut être atteint sans pression militaire, par la voie de la diplomatie, qu'on pourra libérer les otages, qu'on pourra se débarrasser du Hezbollah, etc., par la diplomatie. Clairement, c'était impossible. Le fait que nous sommes en guerre sur 7 fronts, nous avons été en guerre sur 7 fronts, c'est une guerre qui est, disons, dirigée par l'Iran, l'axe iranien. C'est pas quelque chose qu'on peut faire simplement en parlant. C'est pas quelque chose qu'on peut réussir à résoudre seulement en négociant. Des fois, des pays doivent utiliser la force. Et là, dans ce cas, il était clair que nous avons été obligés d'utiliser la force. Et on réussit à atteindre nos buts comme ça. Là. Mais quand on parle de pression militaire, à quoi on pense exactement? Parce que c'est vrai aussi qu'on dit que certaines opérations de Tsahal auraient provoqué la mort des otages qui se trouvaient dans des tunnels, malheureusement. Vous savez, malheureusement, vraiment, c'est une guerre qui est terrible. Cette guerre que nous menons, qui nous a été imposée depuis plus d'1 an, c'est une guerre terrible. C'est une guerre urbaine, c'est une guerre qui est menée contre une organisation terroriste qui a pris une population entière en otage et qui a pris aussi nos otages, qui les a mis, qui se sert d'eux comme bouclier humain. Donc, savoir exactement ce qu'il s'est passé dans les tunnels, c'est très difficile à dire. Il y a énormément de rumeurs, et comme les rumeurs sont que des rumeurs, on ne peut pas exactement savoir ce qu'il s'est passé. Mais le fait est que nous avons toujours essayé de libérer nos otages, malgré toutes les rumeurs qui sont publiées. Nous avons toujours essayé de faire libérer nos otages et il faut 2 pour danser un tango. Tsahal doit directement aller chercher les otages, selon vous, sur place, comme ils l'ont fait d'ailleurs ces derniers mois? On l'a fait à plusieurs occasions. Mais vous savez, c'est risqué. Il faut avoir des informations très, très précises. Il faut faire en sorte que les preneurs d'otages ne savent pas que nous arrivons. Alors donc, il y a beaucoup plus de chances que les otages soient tués si on fait une action comme celle-là. On dit que le Hamas a gagné la guerre médiatique, la guerre des images. Est-ce que vous pensez que le Hamas profite justement de l'absence des journalistes à Gaza pour contrôler le narratif médiatique? Et pourquoi Israël ne change pas de politique à ce sujet? Pourquoi ne laisse-t-il pas des journalistes entrer dans la bande de Gaza? D'abord, la première question que vous posez, est-ce que c'est l'affirmation que le Hamas a gagné la guerre médiatique? Je ne suis pas sûr, franchement. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit dans un pays en Europe, que ce soit en Europe ou en Occident, d'autres, qui pensent que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. C'est vrai, il y a certains groupes politiques et d'autres qui instrumentalisent les Palestiniens de la façon la plus cynique possible, qui pensent que le Hamas, ou en tout cas qui disent que le Hamas est une organisation
légale, De légitime, résistance. de résistance. Mais ce n'est que des petits groupes politiques qui instrumentalisent les Palestiniens, qui instrumentalisent la souffrance des Palestiniens et le conflit en Israël. Je ne pense pas que la majorité, ni des Français, ni des Européens, ni de l'Occident, je dirais même ni des pays arabes, pense que le Hamas est une organisation légitime de résistance. Ils pensent tous que c'est une organisation terroriste qui ne veut que qui ne veut que faire les ordres qui leur sont envoyés par leur maître iranien. Alors pourquoi Israël ne laisse pas les journalistes aussi peut-être entrer à Gaza pour avoir plus de clarté sur la situation ? C'est une décision qui est prise et reprise d'une façon régulière par l'armée israélienne afin de ne pas mettre en danger les journalistes qui pourraient rentrer. Des journalistes sont rentrés, mais seulement avec l'armée israélienne pour faire en sorte qu'ils ne soient pas menacés. On parle de Gaza, c'est important. La gestion de l'après-guerre aussi interroge et conditionne peut-être les négociations pour la libération des otages. Pour le bien d'Israël, Joshua Zarka, à qui doit être confiée la bande de Gaza après la guerre ? Aux Palestiniens, mais aux Palestiniens qui veulent vivre en paix avec nous. C'est pas à nous de gérer les Palestiniens et ce n'est pas à nous de gérer ceux qui géreront les Palestiniens. Quelle seront leur gouvernance. C'est aux Palestiniens de choisir eux-mêmes leur gouvernance, avec l'aide peut-être de pays étrangers, de pays amis, que ce soit des pays de la région ou que ce soit des pays occidentaux. Mais c'est aux Palestiniens de choisir et de vraiment choisir la paix comme une décision stratégique, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Donc pas le Hamas, évidemment. Pas le Hamas, évidemment. Pas l'autorité palestinienne tant qu'elle n'est pas réformée. Et je pense que c'est d'ailleurs l'opposition qu'a la France, qu'ont les États-Unis et tous les pays occidentaux. C'est pas que nous avons un problème avec l'autorité palestinienne parce qu'elle s'appelle autorité palestinienne. Nous avons un problème avec une entité qui n'appelle pas vraiment à la paix, qui, dans ses livres d'éducation, encore apprend que les maths en additionnant la mort de Juifs. Et donc, ça, c'est inacceptable pour nous. Alors, ils doivent être réformés, ils doivent prouver vouloir vraiment la paix pour pouvoir prendre le contrôle de la bande de Gaza. Certains ministres israéliens plaident aussi pour la réinstallation de localités juives dans la bande de Gaza. Est-ce que c'est raisonnable selon vous ? Ce n'est pas du tout la politique du gouvernement israélien. Vous savez, chaque ministre a sa position, a sa façon de voir les choses. Et Israël est une des démocraties les plus vibrantes qu'il y ait dans le monde. Et donc, chacun dit sa façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que c'est la politique du gouvernement. La politique du gouvernement est très claire. Israël ne se réinstallera pas dans la bande de Gaza. Les Houthis du Yémen, on en parle évidemment depuis maintenant plusieurs semaines, continuent de tirer des missiles presque quotidiennement, forçant des milliers d'Israéliens à s'abriter dans les abris en pleine nuit. Alors jusqu'à quel point ces menaces sont-elles prises au sérieux par Israël et quelles sont les répliques envisagées, les ripostes envisagées par Israël ? Cette prise au sérieux, bien sûr, obligatoirement. Vous savez, je suis moi-même réveillé chaque nuit par ces sirènes parce que j'ai l'application qui me dit que mes enfants sont sous attaque. Et donc, on prend ça extrêmement au sérieux. Les Houthis, je pense, ne prennent pas vraiment au sérieux le fait qu'on les attaque et qu'on riposte et ce qui leur arrive. Je ne pense pas qu'ils veulent le bien de leur population ou bien ils veulent leur bien même de la région qu'ils contrôlent parce que, en fin de compte, ils ne comprennent pas que le prix qu'ils vont devoir payer en fin de compte va être énorme. Et le prix qu'ils devront payer va être énorme. Qu'est-ce que ferons-nous exactement ? Nous attaquons d'une façon régulière les Américains, les Anglais et d'autres. Les Houthis ne sont pas un problème israélien, il faut le dire. Les Houthis sont un problème mondial. Le coût du commerce entre l'Asie et l'Europe et entre l'Asie et l'Occident a augmenté énormément à cause du fait que les Houthis ont bloqué la mer Rouge. L'économie égyptienne est touchée. Tous les pays, l'économie même jordanienne, tous les pays sont touchés par les Houthis. C'est une organisation... Donc Israël est encore en train de réfléchir à la réponse qu'il va apporter à ces frappes ? Enfin, ces missiles. Vous me posez une question opérationnelle. C'est une question militaire. Comment Israël va s'occuper, va résoudre le problème des Houthis, c'est vraiment une question militaire et opérationnelle. Je pense que c'est quelque chose qui va être discuté entre nous et nos alliés, que ce qu'ils soient américains, anglais et d'autres. Alors une question opérationnelle par ailleurs, et vous pouvez peut-être y répondre, Joshua Zarka, ce qui se passe en Syrie ce matin dans la presse israélienne, on a beaucoup détaillé ce qui s'était passé, cette opération en septembre dernier en Syrie, qui démontre par ailleurs une stratégie offensive face aux menaces de l'Iran. Concrètement, que fait Israël en Syrie ?
Ben, Israël se débarrasse des menaces qui pourraient être utilisées, des menaces et des infrastructures stratégiques qu'avait la Syrie qui pourraient tomber dans les mains de différentes organisations terroristes ou d'organisations djihadistes et qui pourraient être utilisées contre nous. Et est-ce que la Syrie peut devenir un allié finalement aujourd'hui, maintenant que Bachar el-Assad est tombé? Est-ce que pour Israël, ça peut devenir un partenaire du moins? Un allié, un partenaire, c'est quelque chose de très positif. Pour l'instant, nous faisons attention, nous regardons ce qui se passe exactement. Mais il faut dire qu'Israël, pendant la guerre civile qu'il y avait en Syrie, la guerre civile terrible qu'il y avait en Syrie, Israël, plus d'une fois, a aidé les populations syriennes, qu'elles soient sunnites, druzes ou d'autres, ou même alaouites, qui venaient se faire traiter en Israël, qui rentraient dans les hôpitaux israéliens. Moi-même, j'ai visité plus d'une fois ces hôpitaux. Ce que nous faisions là-bas, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Des femmes qui venaient accoucher, des gens blessés, même des combattants blessés que nous ne savions pas de quel côté ils étaient, qui venaient, on les traitait, on les libérait. Alors, on a aidé la population syrienne. Nous n'avons pas de conflit avec la population syrienne, bien au contraire. Nous pourrions vivre en paix du jour au lendemain. Mais la question est surtout à être posée à eux. Peut-être posée à eux. Et par rapport aussi à l'influence de la Turquie, puisqu'on sait que c'est aujourd'hui la Turquie finalement qui domine les nouvelles forces au pouvoir en Syrie. La Turquie est un pays qui doit comprendre, qui doit faire très attention à ce qu'ils font s'ils ne veulent pas déstabiliser encore la région qui est déjà suffisamment souffrante, disons. J'espère qu'ils prendront de bonnes décisions. J'espère que le gouvernement turc prendra les bonnes décisions. Pour l'instant, j'en suis pas très sûr. Parce qu'on a vu que c'était quand même assez tendu aussi cette année avec une coupure des échanges commerciaux, il me semble, en tout cas une partie. Mais encore une fois, il faut faire la différence entre le peuple turc, la Turquie en général et Erdogan qui la dirige. Qui est vraiment, c'est quelqu'un qui vient de la philosophie des frères musulmans. Et donc, il voit en nous un ennemi par le fait que nous sommes juifs, par le fait que nous sommes une entité politique qui existe sur le terrain. Il aurait préféré qu'Israël n'existe pas. Quelle sera la solution avec la Turquie? J'imagine, d'abord, c'est un pays démocratique, alors j'imagine qu'éventuellement, il va perdre ses élections et nous pourrons reconstruire nos relations avec la Turquie. On parle de la menace de l'Iran en Syrie. C'est aussi l'Iran qui finance les rebelles houthis du Yémen. Benjamin Netanyahou attendrait, lui, l'investiture de Donald Trump pour frapper l'Iran, pour frapper les installations nucléaires. Je sais que c'est votre sujet de prédilection, Joshua Zarka. Pourquoi cette attente de Donald Trump précisément? Qu'est-ce que va changer Donald Trump finalement? Clairement, vous savez certaines choses que je ne connais pas. Le fait qu'Israël va frapper... Attendrait, ouais, on parle au conditionnel. Frapper, attendrait, etc. Vous savez, l'utilisation de la force militaire n'est pas toujours la première option. D'accord? Alors, ce que nous voulons atteindre, c'est faire en sorte que l'Iran n'ait pas de capacité, ne puisse pas développer l'arme nucléaire. Donc, comment ça se fera? Quelles seront les actions que nous prendrons? C'est pas vraiment quelque chose dont je peux discuter à l'antenne. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Iran a compris qu'ils n'auront jamais d'armes nucléaires. Israël ne permettra jamais d'avoir l'arme nucléaire. Et d'après certaines rumeurs, les Américains non plus. Vous pensez que la normalisation aussi avec des pays comme l'Arabie Saoudite pourrait inclure des initiatives pour contrer ces menaces iraniennes? D'abord, vous savez, les Iraniens pensent que, pour les Iraniens, si nous avons de meilleures relations avec les pays qui les entourent, pour eux, c'est une menace. Alors, clairement, oui, si nous avons un traité de paix avec l'Arabie Saoudite et si nous ouvrons une ambassade à Riyad et qu'ils ouvrent une ambassade à Jérusalem ou à Tel Aviv. Est-ce que c'est en bonne voie, d'ailleurs? C'est en voie. En bonne voie, c'est difficile à dire. Alors, pour les Iraniens, ce serait une menace. Ils percevraient cela comme une menace. Est-ce que notre but est de les menacer en faisant la paix avec nos voisins? Bien sûr que non. Mais ça crée chez eux un sentiment d'être tenu, finalement. Voilà, c'est ça. D'être tenu. Alors, il nous reste très peu de temps. On l'a dit, Israël, malheureusement, est souvent critiqué sur le plan international, notamment en Europe. Vous le dites, Israël n'a pas perdu la guerre médiatique, mais il y a énormément de critiques. Quels sont les défis majeurs que vous percevez, justement, en tant qu'ambassadeur d'Israël en France, sur des scènes internationales comme les Nations Unies ou à l'Union européenne? Alors, d'abord, je voudrais commencer par la France, qui est un pays ami. N'oublions pas que la France s'est joint à la défense d'Israël
pour la première fois, et 2 fois d'affilée. La France fait partie d'un petit groupe de pays qui est venu à la défense d'Israël quand nous avons été attaqués par les Iraniens. C'est quelque chose qui change, qui est vraiment fondamental dans nos relations. Donc la base des relations entre nous et la France est quelque chose de très stable, de très fort. Nous avons la même façon de voir les choses dans énormément de questions qui touchent au Moyen-Orient, que ce soit avec l'Iran, ou que ce soit la stabilité du Liban ou la Syrie, etc. Une des priorités est bien sûr la question de l'antisémitisme et la question de ce qui se passe ici avec la communauté juive. Alors, il faut dire que nous avons entièrement confiance aux autorités françaises. Vraiment. C'est un des seuls pays où, par exemple, traiter quelqu'un de sale juif est une offense criminelle. C'est un délit. C'est un délit. Ce n'est pas le cas ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni dans d'autres pays dans lesquels il y a d'importantes communautés juives. Alors d'abord, nous avons entièrement confiance et je crois vraiment que la France fait ce qu'il faut pour combattre l'antisémitisme. Peut-être parce qu'elle a l'habitude de combattre l'antisémitisme, mais elle le fait. Et donc, c'est très important. Et il est important de comprendre que je suis sûr que l'année 25, l'année qui s'ouvre, sera une année dans laquelle les conditions pour Israël et pour les communautés juives en général s'amélioreront. 24 a été une année difficile, challengeant, comme on dit. Et nous avons disons pas disputes, mais quelques points dans lesquels nous ne sommes pas vraiment d'accord, par exemple avec la France. Mais il est sûr que l'année 25 sera une année d'effort, dans laquelle nous résoudrons nos problèmes bilatéraux. Une dernière question face à la montée de l'antisémitisme mondial et en France, vous en parlez. Le ministre Gideon Sa'ar a demandé un plan d'urgence pour accueillir une vague massive d'Alia. Vous pensez qu'Israël est prêt à accueillir autant d'immigrants et notamment en termes d'intégration de toutes ces personnes qui vont arriver en Israël ? Vous savez, la grande vague d'Alia, la plus grande vague d'Alia était la vague d'Alia russe. Et à l'époque, on nous disait ça va être très difficile, je me rappelle, j'étais plus jeune à cette époque, et on disait que c'était très difficile, l'économie ne va pas être capable de recevoir 1 million de personnes. Et en fin de compte, cette vague d'Alia a été très importante pour le développement économique israélien. Si les Juifs veulent venir en Israël, ils auront toujours la place, ils seront toujours les bienvenus, et Israël sera toujours prêt à recevoir tous les Juifs qui décident de venir en Israël. Eh bien, merci beaucoup, Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous dis à très bientôt et une bonne année 2025. Votre vœu peut-être pour 2025 pour terminer ? Paix, calme et unité entre nous, entre les Juifs et les Israéliens, chez nous en Israël, et paix entre nous et amitié avec les différents pays. Merci surtout beaucoup. avec la France. Merci Joshua Merci Zarka. À très bientôt.